Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, encore un nouvel incendie, cette fois-ci à Pikine Technopole. Les flammes ont donné du fil à retordre aux sapeurs-pompiers, les riverains dans la peur des sinistres à répétition. La justice sénégalaise est-elle indépendante? Une question diversement appréciée. Ce soir, 2 maîtres du barreau de Dakar engagent les plaidoiries. La République islamique de Mauritanie fête ses 60 ans d'indépendance ce samedi, une commémoration marquée par un défilé et plusieurs mesures sociales phares. Enfin, l'article de la semaine s'intéresse à la nouvelle trouvaille du gouvernement en termes de communication, aveu d'échec ou posture nouvelle. La une du quotidien Direct News décryptée avec El Hadj Malick Cissé. Bienvenue à tous. Pikine, un incendie d'une rare violence est déclaré à Technopole. Les incendies récurrents dans cette localité installent la peur chez les populations. Le maire de la commune de Pikine-Ouest, quant à lui, déplore la situation et demande qu'une enquête soit ouverte. Un compte rendu de Mamadou Lamine Fati. La série d'incendies qui secouent le pays n'a pas épargné le site du Technopole, situé à Pikine. Pendant des heures, les soldats du feu ont tenté de lutter contre les flammes. Des renforts venus d'autres localités ont été même envoyés sur place. Les autorités se sont aussi déplacées sur les lieux. Des incendies sur ce site, un fait devenu récurrent, constate avec amertume le maire de la commune. Lui, ce que nous voulons faire, nous laissons tout sur la main de la police avec une enquête qui doit être ouverte. Ce que nous pouvons demander et suggérer, c'est que cette enquête soit une enquête diligente et que toutes les mesures idoines soient prises pour identifier qui ou comment ce feu a pris, s'est signalé au niveau du site Ouad Gaïndé. Puisque quand même, ce n'est pas la première fois que nous vivons cette situation. Chaque année, nous vivons une situation pareille, alors que chaque année, on ouvre une enquête et ces enquêtes n'aboutissent pas. Cette année, nous voulons vraiment être édifiés par rapport à ce qui se passe chaque année, puisque quand même, il y a les populations qui subissent ces dangers. Ça doit arrêter et qu'une enquête qui doit aboutir pour identifier qui et comment ce feu a pris pour nous permettre, nous aussi, de prendre toutes les dispositions idoines par rapport à la sécurisation de ce site. Alertés très tôt, les sapeurs-pompiers ont pourtant eu du mal à venir à bout du feu. Mais l'origine de cet incendie reste toujours inconnue. Une situation qui inquiète les riverains. Chaque année, à pareille époque, cet incendie-là nous rend visite. Mais l'ampleur que le feu a prise cette année, là, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Et n'eût été la grâce de Dieu, mais tout le quartier allait y prendre feu. Mais nous craignons que, parce que chaque année, ça avance vers la cité. On ne sait pas l'année prochaine ce que ça va devenir. Et nous vivons dans l'insécurité. Vraiment, nous sommes inquiets, nous qui habitons ce coin. Des sapeurs-pompiers mobilisés pour défier les flammes. Une mission pas de tout repos en raison de vents violents et de l'étendue du site. Souleymane Teliko, président de l'Union des magistrats du Sénégal, jugé le 30 novembre par le Conseil supérieur de la magistrature à la Cour suprême. Selon Maître El Hadj Diouf, c'est une humiliation qui en dit long sur l'indépendance de la justice. Maître El Hadj Diouf répond à Boubacar Dieng et Seydina Mbaye. Le juge Souleymane Teliko, président de l'Union des magistrats du Sénégal, sera jugé après-demain, lundi 30 novembre, à la Cour suprême par le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire. Alors qu'il est le patron de tous les magistrats, l'humiliation est à son comble.
Comment peut-on parler d'indépendance de la justice dans ces conditions? Maître El Hadji Diouf s'exprimait en marge de la journée d'excellence organisée par l'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'indépendance de la justice fait débat au Sénégal. Deux robes noires s'expriment sur la question. Souleymane Ndéné Ndiaye estime que la justice sénégalaise est indépendante. Le problème, c'est ceux qui rendent les décisions. Maître El Hadji Diouf, lui, n'est pas d'avis. Selon lui, la justice sénégalaise est tout sauf indépendante. Argument respectif avec Boubacar Diam. L'article 88 de la Constitution du Sénégal stipule que la justice est indépendante du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, plus que jamais, l'indépendance de la justice est mise au banc des accusés. Pour l'ancien Premier ministre, il est plutôt question de l'impartialité des juges qui rendent les décisions de justice. Et l'indépendance de la justice, en tant que débat, je pense, ne devrait même pas se poser. Ce qui pose problème, c'est la partialité ou non des juges qui rendent la décision. Ce que veulent les justiciables, c'est que les décisions qui sont rendues soient des décisions impartiales, que le juge applique la loi en ne tenant pas compte des liens qu'il a avec Massamba ou avec Mademba, mais en ayant seulement comme référence la loi, et la loi simplement. La robe noire n'est pas du même avis. Selon Maître El Hadji Diouf, la justice sénégalaise n'a jamais été indépendante. Il n'y a pas d'indépendance de la justice sénégalaise. C'est du n'importe quoi. Pourquoi je le dis? Depuis Léopold Sédar Senghor, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, jusqu'à Macky Sall, notre constitution, notre charte fondamentale, a été violée. L'autre point de désaccord entre l'avocat et l'ancien Premier ministre, la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature, Souleymane Ndéné Ndiaye, est pour, tandis que Maître El Hadji Diouf rejette complètement la présence du président de la République dans cette instance judiciaire. Selon lui, c'est une immixtion de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. L'autre point fort de l'actualité, les mécanismes pour une meilleure prise en compte des défis sécuritaires frontaliers. C'est le thème de la rencontre des forces de défense et de sécurité du Sénégal et de la Guinée-Bissau. L'objectif est d'actualiser les accords de défense en vue d'une stratégie commune face aux défis sécuritaires, notamment le terrorisme, le trafic de drogue, entre autres. Colonel Souleymane Kandé, commandant de la zone numéro 5, est avec Hassan Ba. Il s'agit aujourd'hui d'une rencontre entre les forces de défense et de sécurité du Sénégal, les deux commandants de zone, 5 implantés ici à Ziguinchor et 6 implantés à Kolda, avec nos homologues, plus le FDS bien sûr, police, gendarmerie, douane, eaux et forêts, et avec nos homologues Bissau-Guinée, c'est-à-dire le commandant de la zone militaire nord, de la province nord et le commandant de la zone militaire province est avec vis-à-vis Kolda. Donc cette rencontre aujourd'hui, nous l'avons intitulée comme thématique, donc c'est les mécanismes pour une meilleure prise en compte des défis sécuritaires transfrontaliers. Prenant en compte tous les défis sécuritaires et toutes les menaces sécuritaires au niveau de la frontière, impactant donc les trafics illicites, tout genre, drogue, trafic de bois, tout genre, les litiges frontaliers, les tensions intercommunautaires et bien sûr les menaces en tout genre, donc tous les spectres des menaces, potentiellement la menace terroriste. Fondamentalement, l'esprit de ces rencontres, c'est vraiment pour dissiper les tensions transfrontalières, tant au niveau des communautés, voilà, parce qu'il y a souvent des problématiques de litiges fonciers au niveau des frontières, mais également les problématiques sécuritaires et fondamentalement également amener les forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, eaux et forêts, douane, voilà, donc pour pouvoir trouver une plateforme d'échange d'informations, de partage de renseignements, de sorte que tous les défis sécuritaires
puisse être pris en compte en amont et pour qu'on puisse ensemble, conjointement, pouvoir agir efficacement sur l'ensemble des spectres, des menaces qui se font au niveau des frontières. On reste au sein de la Grande Muette pour notre portrait du jour qui nous amène à la rencontre de Gueye Para, un militaire à la retraite avec une carrière plutôt riche et remplie de moments d'émotion. Il a été élevé au rang de chevalier national du Lion et chevalier de l'Ordre national du Mérite. Un portrait signé Abdourahmane Ly. Il répond à 3 noms, Thierno Birahim Gueye, Yoni ou encore Gueye Para. J'ai servi le bataillon de parachute avec plusieurs opérations. C'est en ce moment qu'on m'appelle Gueye Para. Aujourd'hui, il est à la retraite au terme d'une carrière dans un corps auquel il ne pensait jamais pouvoir appartenir. Gueye Para quitte très tôt les bancs pour se concentrer dans la plomberie. Il fait long feu, la raison, un défi qu'il voulait impérativement relever. Il y avait mon grand frère qui faisait les recrutements, qui voulait partir dans l'armée. Alors j'ai voulu le suivre. Alors quand il est parti avoir son papier vert, le papier qui permet, qui prouve que vraiment l'armée t'a pris, il est venu à la maison me chahuter en disant mon père, lui, il n'est pas apte pour venir dans l'armée parce qu'il est petit. J'étais parti voir le capitaine Sarr, indigné de l'acte que vient de commettre mon jeune frère en disant que moi je ne suis pas un militaire, je veux recruter dans l'armée. C'est en ce moment qu'on m'a recruté dans l'armée. Je faisais partie de classe 1985, 3e contingent. Une histoire qui se poursuit avec l'armée. Après sa formation à Dakar-Bango, Gueye Para devient auxiliaire gendarme à Ouakam. Après la durée légale de 2 ans, il rejoint le bataillon de sport. De bataillon à bataillon, il quitte celui de parachutiste pour celui du génie, un dernier bataillon qui le rapproche du président de la République. C'est dans ce volet d'infrastructure qu'on m'a affecté dans un service qu'on appelle Intendance des palais nationaux. Ce service assure l'entretien et la réparation des locaux du chef d'État et du Premier ministre. À l'époque, le président Macky Sall était le Premier ministre. J'étais plombier, on m'a affecté là-bas, j'ai fait sa connaissance. Le fait de rentrer dans la salle de bain d'autrui, c'est trop intime. L'armée préfère envoyer des sous-officiers avec des enquêtes, bien sûr. Moi, j'étais à Tambacounda, c'est après là-bas qu'on m'a affecté pour me dire que tu deviens le technicien en infrastructure du Premier ministre. Chevalier de l'Ordre national du Mérite et chevalier de l'Ordre national du Lion, décorés respectivement par le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Les décorations, c'est les honneurs. Chaque décoration représente des fois des missions dans les Nations Unies, comme des missions avec... des missions de CEDEAO, des missions OPEX. D'autres décorations, c'est par rapport aux actes de bravoure sur le terrain, comme la croix de la valeur militaire que je porte ici. À 3 reprises, Thierno Birahim Gueye dit être parti en mission laissant sa famille au Sénégal sans nouvelles. Mais il s'était déjà préparé à ce genre de scénario, 2 fois au Mali et 1 fois au Libéria, une dernière mission qui l'a particulièrement marqué. Quand j'étais là-bas, c'était 14 ans de guerre, c'était complètement le chaos. On faisait partie des premiers Sénégalais à descendre sur le terrain. C'était dur, il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de moyens, mais on est venu avec les moyens de bord. Et alhamdoulilah, la mission s'est bien passée. Jusqu'à la fin de notre mission, ça s'est très bien passé. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Devise de l'armée sénégalaise et devise aujourd'hui encore de cet ancien militaire. Merci Abdourahmane Ly pour ce portrait. Parlons du coronavirus à présent avec les chiffres du jour. 46 nouveaux cas sur 1050 tests effectués. Il n'y a pas de décès enregistrés ce jour. 6 cas graves sont en réanimation et 13 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. La tendance est plutôt à la baisse au Sénégal, mais certains craignent une seconde vague. L'association SOS anticipe celle-ci à équiper le village SOS du matériel de prévention d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Écoutons Bernadette Senghor, elle est au micro de Boubacar Dia. C'est dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, que ces produits sanitaires nous sont offerts aujourd'hui pour mieux lutter contre la maladie, nous protéger
protéger également les enfants avec lesquels nous vivons, les enfants qui nous sont confiés et dont nous sommes fiers de prendre charge correctement. Je suis très heureuse de recevoir cet important don de la part des membres de l'association, ce qui prouve que nous comptons pour eux. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. À chaque fois, nous les sentons à nos côtés. Ils nous accompagnent dans notre travail de tous les jours. Et depuis la création de l'association, depuis 1966, ils sont là avec nous. Et c'est une grande fierté pour moi de recevoir cet important don destiné aux employés de l'association, aux employés du programme de Dakar, dont j'ai l'honneur de diriger. Campagne nationale des séjours d'activisme, un atelier de partage et de vulgarisation de la loi criminalisant le viol tenu ce matin à l'initiative du ministère de la Femme, rencontre élargie au réseau des journalistes en population et santé et aux acteurs de la presse spécialisée sur les questions de viol et de pédophilie. Le rôle important des médias dans la vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie a été au centre des débats, Mamgour Diouf et au micro de Omar Khan. Aujourd'hui, nous sommes résolument dans cette campagne nationale de vulgarisation de la loi avec des acteurs stratégiques, à savoir les journalistes, les acteurs des médias, qui ont un rôle important à jouer dans le traitement de l'information relative aux violences basées sur le genre, mais surtout dans la communication sociale pour un changement de comportement. Et nous avons noté leur adhésion à la campagne, mais également leur préoccupation à connaître les contours de la loi. Et à cet effet, nous avons mobilisé les experts les mieux indiqués, notamment du ministère de la Justice, de la Direction des Affaires criminelles et des grâces, qui ont été les artisans de la conception de cette loi. Et avec le directeur adjoint, M. Alassane Ndiaye, les acteurs des médias ont eu une présentation lumineuse de la loi, en termes de contenu, mais également d'aggravation des sanctions et des conséquences sur les présumés auteurs de viol et de pédophilie. Aussi, nous invitons à travers cet atelier l'ensemble des acteurs des médias à s'approprier de la loi. Le texte existe en France en 14 langues et ils doivent faire véritablement l'obligation même, j'allais dire, ou l'effort de s'approprier du texte et de donner les bonnes références, d'abord au regard du titre, mais également au regard du contenu. Et c'est la meilleure manière de vulgariser et de faciliter l'application de la loi. L'autre appel lancé aux journalistes, c'est d'encourager à travers leurs émissions, à travers leurs articles, donc la dénonciation, la culture de la dénonciation et du signalement des cas de violence. La loi est là pour résoudre ce problème. Mais si véritablement les faits de viol et de pédophilie ne sont pas portés à l'endroit des juridictions, on ne pourrait pas parler d'application. Générer des emplois à travers le projet d'électrification de 300 villages par mini-réseau photovoltaïque. C'est l'objectif du programme Réussir au Sénégal avec la formation de jeunes issus de villages bénéficiaires. 20 jeunes du département de Nioro ont terminé leur formation au centre sectoriel de formation au métier de bâtiment et des travaux publics. Un reportage de Babacar Seck. Dans le cadre du programme d'électrification de 300 villages du Sénégal, 20 jeunes venus du département de Nioro ont été formés en électricité à Diamniadio. Donc aujourd'hui, nous savons qu'avec ces jeunes, ils avaient eu à être formés dans le domaine de l'électricité domestique et dans le domaine de l'électricité solaire. Donc aujourd'hui, par rapport à leurs compétences, ils sont capables vraiment d'installer les simples allumages, le double allumage, le va-et-vient, le téléripteur dans toutes les installations domestiques. Et ils ont aussi une initiation dans le solaire. La société allemande Golf Engineering, chargée de la mise en œuvre du projet ACER 300 villages, va s'appuyer sur les jeunes formés pour permettre l'accès à l'électricité dans leur localité. Nous, notre viatique, c'est que dans chaque village où nous devons réaliser une centrale solaire, nous devons recruter 2 jeunes qui seront formés dans l'un des centres dédiés à cela, où aujourd'hui, on se dit qu'avec l'électricité, mieux vaut d'abord que les jeunes
qui n'ont jamais touché de l'électricité soient formés en électricité de base. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons fait ce choix-là à travers les chefs de village et les maires. Avec 6 villages à électrifier à Porokhane, le maire compte impliquer les jeunes avec le développement que connaît sa commune. Je vais essayer de les former parce que nous, à Porokhane, avant chaque Magal et après chaque Magal, nous avons énormément de problèmes sur le réseau. La Sénélec vient nous régler le réseau, mais vous savez que cet entretien-là maintenant est une compétence de la commune. Ces jeunes-là pourront nous aider en formant pour l'entretien des réseaux. Parce que Porokhane est une ville qui augmente, comme je l'ai dit, de manière exponentielle. L'utilisation innovante des énergies renouvelables dans les régions rurales est un bon exemple pour la création de nouvelles opportunités d'emploi selon les responsables de la composante formation professionnelle du programme Réussir au Sénégal. L'Institut Confucius, les Écolos Verts et l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte ont procédé à une journée de démonstration de plantation. Avec ce partenariat, l'Agence sénégalaise de reforestation espère voir la Chine participer au projet de financement. Colonel Moussa Diouf, secrétaire général de l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte, est avec Boubacar Dia. Avec l'Institut Confucius, nous sommes en train de faire une démonstration de plantation. Tous les élèves de l'établissement, dans le cadre de l'association Les Écolos Verts, en relation également avec le COUD et le rectorat de l'université, nous sommes en train de faire une démonstration de plantation pour montrer en réalité comment on peut donner à un arbre toutes les chances de survie une fois mis à terre. Ce matin, vous l'avez entendu, Madame Dora, directrice de l'Institut Confucius, l'engagement fort qu'elle a vraiment déclaré pour croire à la Grande Muraille Verte, pour inviter aussi les autorités chinoises à accompagner l'effort d'édification de la Grande Muraille Verte. Donc si nous avons ce partenariat, on connaît la valeur de la Chine pour les grands projets que sont des projets comme la Grande Muraille Verte. Si les Chinois s'engagent avec nous, je crois que nous ferons des pas de géant. C'est vraiment l'objectif de notre visite ici ce matin. Inviter le monde de la presse que vous êtes, inviter le monde des étudiants, les communes, les associations de producteurs, les ONG, l'ensemble des acteurs de la société civile à prendre en charge l'action de reforestation. La République islamique de Mauritanie a célébré ce samedi 28 novembre 2020 le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance, sacrifiant à une tradition républicaine. Le président Mohamed Cheikh Ghazouani a présidé un défilé militaire dans la principale artère de la capitale. Mais le fait marquant de cette édition a été un message à la nation à travers lequel le chef de l'État a annoncé 10 mesures sociales phares en faveur des retraités, des veuves, du personnel enseignant, des agents de santé et des personnes vivant avec un handicap. Ces différentes mesures s'inscrivent dans une action coordonnée visant à mettre fin à l'injustice, l'exclusion et la précarité pour l'instauration d'un état de droit, la consolidation des libertés et la promotion d'un développement durable, a-t-il précisé. Au Burkina Faso, plusieurs opposants et candidats malheureux à la présidentielle du 22 novembre dernier ont adressé leurs félicitations au président réélu Roch Marc Christian Kaboré. Parmi ces candidats, Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, le chef de l'État a salué cette démarche qui, selon lui, témoigne de la maturité de la démocratie au Burkina Faso. Rappelons que le président sortant Roch Marc Christian Kaboré est donné vainqueur dès le premier tour avec 57,87% des voix selon les résultats provisoires.
En Algérie, l'opacité demeure après un mois d'absence d'Abdelmajid Tebboune. Le flou persiste sur l'état de santé du président algérien 4 semaines après son transfert en Allemagne pour se faire soigner du coronavirus. Cette incertitude n'est pas sans rappeler les hospitalisations à l'étranger d'Abdelaziz Bouteflika après son accident vasculaire cérébral en 2013. Le président Abdelmajid Tebboune est censé promulguer la nouvelle constitution après le référendum du 1er novembre et ratifier la loi de finances 2021. Son absence pousse certaines voix à réclamer l'application de l'article 102 de la loi fondamentale afin d'éviter une crise constitutionnelle. L'article 102 facilite bien les choses dans la mesure où le constat de vacance de pouvoir se fait en 2 temps. L'état d'empêchement temporaire du président d'une durée maximale de 45 jours, puis sa démission de plein droit au-delà de cette durée, explique le politologue Mohamed Enad. Dans ce cas, le président du Sénat, Salah Goudjil, devrait assurer l'intérim en attendant l'élection d'un nouveau chef d'État. Et la capoeira, vous en avez sûrement entendu parler, certainement parler. Si vous l'avez pas vu à la télévision ou dans les rues, cette discipline est encore plus spectaculaire. J'y arrive, que vous le croyez. Elle associe danse et art martial et elle a également une histoire liée à l'esclavage. Saïkou Seydi et Augustin Mandan sont allés à la rencontre de l'association Africa Capoeira, suivant ce reportage découverte de la capoeira. Il s'agit d'un art martial brésilien qui associe danse, musique, acrobatie et chant. C'est donc de l'art de la danse dans la lutte ou de la lutte dans la danse. La capoeira, c'est l'art de la danse dans la lutte, de la lutte dans la danse. C'est l'héritage des esclaves africains qu'ils ont légué au monde. Ces esclaves qui s'étaient privés de tout, à qui on avait tout pris, ils avaient juste au soir des journées de labeur le droit de bouger, de taper du tam-tam, de s'ébrouer. Ils sont tenus à garder cet héritage de leur culture, qui est la lutte. Mais quand les Portugais les ont vus pratiquer les premières chutes de lutte, ils ont compris qu'il y avait une force là, il fallait casser cette force. Et les esclaves, dans leur malice, dans leur rage de survivre, ils ont déguisé la lutte dans la danse. C'est un sport qui est complet. Il y a de la gymnastique, il y a le côté martial où on apprend à se défendre, il y a le chant qui donne de l'énergie, et il y a le côté groupe aussi, on est toute une famille. Pour connaître l'histoire de la capoeira, il faut remonter à l'esclavage. Pendant 300 ans, les Noirs venus d'Afrique ont longtemps utilisé cette pratique pour se défendre et préserver leur liberté. Au Sénégal, la discipline est pratiquée depuis 1998, mais elle n'est toujours pas populaire. Il y a 2 ans, l'association Groupe Africa Capoeira a célébré les 20 ans de la capoeira au Sénégal. Et donc depuis lors, il y a eu énormément d'enfants, de jeunes qui ont été formés. Mais la capoeira reste encore des bribes ici en Afrique. Donc ça vient d'ici, ça vient de l'Afrique. Malheureusement, ici, on ne connaît pas ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. On est le seul groupe de capoeira au Sénégal. Et je trouve ça dommage parce que nous, on essaie de faire pour que les gens connaissent ça. Mais il y a un hic. La capoeira ne nourrit pas son homme. Aujourd'hui, ce n'est pas évident de se compétir parce qu'il n'y a pas de compétition qui sont rémunérées. La capoeira n'est pas une discipline olympique. La capoeira, on ne compétit pas avec parce qu'on ne gagne pas. Dans la capoeira, on ne perd pas. Ça reste un jeu. Aujourd'hui, les Brésiliens, depuis quelques années, une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, essaient d'en faire une discipline olympique. Essaient d'en faire un sport de combat. Sur certains niveaux, c'est devenu un sport de combat. Mais ce n'est pas encore homologué au niveau des instances internationales. Et donc, on ne compétit pas avec.
Cette année, 59 enfants ont été baptisés à la capoeira. D'autres ont effectué leur passation de corde, un événement qui s'organise tous les ans au Sénégal. Saïkou Seydi, une discipline qui demande beaucoup de souplesse. Changement dans la communication gouvernementale, aveu d'échec ou posture nouvelle. Un titre qui a fait la une du quotidien Direct News, et c'est bien l'article de la semaine avec le directeur de publication du journal, Pape Diogaye Faye. L'auteur n'est pas satisfait du face-à-face entre le gouvernement et la presse. Pour lui, il y a beaucoup de failles dans la communication du gouvernement. L'administration sénégalaise non plus ne communique pas. El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall. Aveu d'échec ou posture nouvelle, la communication gouvernementale marche en dents de scie. Le directeur de publication du quotidien Direct News est loin d'être convaincu après le face-à-face entre des ministres et la presse. Qu'est-ce qui a pris le gouvernement comme ça de vouloir imposer le peuple sénégalais un tel format de communication qui n'est pas passé d'ailleurs du tout. Et ils n'ont pas convaincu parce qu'on les attendait sur d'autres priorités et de s'expliquer. Lorsque le ministre de l'Intérieur dit que la priorité du gouvernement, ce n'est pas de compter les morts, mais il a l'obligation de nous dire combien de jeunes sont morts. Je pense que ceux qui disent qu'on ne doit pas organiser de deuil national se trompent lourdement. Tout de suite, si un ministre meurt ou un député, ils sont à l'Assemblée, ils vont demander une minute de silence pour honorer la mémoire de cette personnalité. Sont-ils ces gens-là sont-ils plus valeureux, plus importants que ces jeunes-là qui, par manque de moyens, font tout en bravant l'océan pour aller chercher de l'argent pour nourrir leur famille? Une nouvelle trouvaille qui traduit une volonté de la part du chef de l'État de faire plus et mieux dans le domaine de la communication. Mais mon confrère regrette déjà les failles. D'ailleurs, nos ministres ne communiquent pas. Je ne sais pas pourquoi ils refusent de communiquer, ou ils ne savent pas communiquer, ou ils ne veulent pas. C'est ça, au fait, un problème qui se pose aujourd'hui au Sénégal. Normalement, chaque semaine, les ministres doivent communiquer avec la presse. Mais ils ne font que des communiqués de presse. Mais par exemple, on ne peut pas ne pas communiquer ou organiser même une conférence de presse après ces cascades de décès dans les océans. Le ministre de l'Intérieur, le président de la République même devait monter au créneau parce qu'il n'a pas de premier ministre. Il devait s'adresser au peuple sénégalais, nous expliquer pourquoi ça se passe au Sénégal. Des ministres qui ne communiquent pas assez. Pourquoi? Pour mon confrère, la réponse est sans équivoque. Ils ont peur d'être perçus comme des ambitieux. S'ils veulent mettre en exergue ce qu'ils sont en train de faire, en général, ils sont taxés d'être ambitieux, d'être des gens qui ont des agendas cachés. Si vous voyez par exemple le cas de Maître Oumar Youm, qui faisait une excellente communication. Le ministre Ali Ngouille aussi. Donc, c'est des gens qui communiquaient avec la presse. Mais malheureusement, s'ils le font bien et régulièrement, on leur taxe vraiment de vouloir lorgner le fauteuil du président de la République. Et ça pose problème. Au-delà des ministres, l'administration publique sénégalaise peine à communiquer. Une remarque relevée par l'auteur de l'article. L'administration ne communique pas. Du tout. Prenez le cas du parquet. Rarement, s'il n'y a que des dossiers politiques. Et voilà,
à part le parquet, aller vers la police, aller vers la gendarmerie, dans l'armée. On parle même de la grande muette. Ça n'existe plus dans les pays organisés. Dans l'armée, on doit communiquer. Dans la police, on doit communiquer. Dans l'administration en général, on doit communiquer. Au niveau des impôts et domaines. Pareil. C'est des administrations centrales qui doivent donner les bonnes informations pour que le journaliste qui est en train de faire un dossier sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, puisse avoir les éléments qu'il faut pour pouvoir faire un excellent dossier. Mais malheureusement, au Sénégal, ça ne communique pas. Un face-à-face entre le gouvernement et la presse est prévu tous les 15 jours. Une occasion qui doit être saisie par les ministres pour éclairer les Sénégalais sur les questions brûlantes de l'heure. Merci de choisir ITV pour vos informations. L'information continue sur www.emedia.sn. Bonne soirée en compagnie de nos programmes et on se retrouve demain pour un autre journal.